Bonjour, bienvenue sur cette petite intervention concernant la retraite, un module, un petit peu de précision, disons, sur certaines thématiques liées à la retraite des agents publics, avec plus, avec plus de travail et de réflexion autour de trois thématiques. La limite d'âge des agents publics, et les modalités et puis comment refuser un maintien ou une prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge. La retraite progressive, heu, donc qui a été remis en place par la réforme des retraites, et la reprise, d'activité, avec les petits changements au regard notamment, la, heu, de la du cumul emploi-retraite et de l'acquisition de nouveaux droits à retraite au régime général de la sécurité sociale. Hem, donc, on va commencer par la limite d'âge. Heu, alors déjà, la limite d'âge, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le juge administratif considère que la limite d'âge, c'est un couperet. C'est le vocabulaire utilisé par, certains rapporteurs publics, dans leurs conclusions, et dans des jurisprudences d'ailleurs du Conseil d'État. C'est-à-dire qu'au moment où j'atteins, la, limite d'âge, la relation avec, l'employeur public s'arrête, mais s'arrête, de manière, automatique, hein, comme une guillotine qui tombe, boum, et je n'ai pas le droit, de continuer à, gérer, avoir un agent public qui a dépassé sa limite d'âge, avec des effets concrets, notamment, sur sa rémunération et sur le droit à pension quelque part, pas quelque part, c'est qu'il est illégal de rémunérer un agent qui vient servir au-delà de sa limite d'âge, puisqu'il est illégal d'avoir cet agent-là au-delà de la limite d'âge. C'est très, très, heu, qui a des effets importants. Autre effet auquel on ne pense pas toujours et qui peut être important sur certaines situations en matière de santé, c'est l'invalidité n'est pas possible au-delà de la limite d'âge. Sauf un cas qui est, celui du maintien en activité la prolongation d'activité des actifs, mais j'en en reparlerai. Mais sinon, et quand c'est imputable au service, mais sinon, si j'atteins la limite d'âge, je ne peux plus être radié des cadres pour invalidité. C'est-à-dire que si j'ai un agent qui est en CITIS, depuis plusieurs années, heu, rien ne se passe, personne ne dit rien, il atteint sa limite d'âge de 67 ans, en tant que sédentaire, il est radié des cadres par limite d'âge et du coup, il n'a pas le droit à la pension d'invalidité, ni à la rente. Donc c'est peut-être pas forcément pertinent pour lui, mieux vaut qu'il fasse, une demande de retraite pour invalidité avant d'atteindre la, limite d'âge. Alors déjà, la limite d'âge, c'est quoi? Vous le savez, on a différentes situations. On va commencer par parler des sédentaires, hein, qui s'opposent, on est d'accord, aux actifs. La limite d'âge, c'est, un âge de 67 ans pour les actifs. Heu, donc, cette limite d'âge, c'est aussi un autre élément en termes de calcul de la retraite, on en a déjà parlé, c'est l'âge d'annulation de la, décote. Vous savez qu'il y a 2 calculs, hein, pour calculer la décote, mais bon, là, on n'est pas sur le calcul de la retraite, hein, c'est le premier webinaire de la rentrée pour vous. On va pas, faire, de division et de multiplication, quoique si, en fait, si, on va en faire, vous allez voir, puisque j'ai prévu des exemples, en matière d'effets, de retraite progressive et de cumul emploi-retraite. Donc, 67 ans, c'est la limite d'âge des sédentaires, quelle que soit la génération, c'est 3 ans de plus, hein, que, l'âge d'ouverture de droit après réforme. Alors, cette limite d'âge, est-ce que je peux aller au-delà? Donc, vous le savez sûrement, il y a différents dispositifs qui ont été prévus depuis plusieurs années pour aller au-delà de la limite d'âge. Il y en a 3 aujourd'hui principaux. Le premier d'entre eux, c'est le recul de la limite d'âge à titre personnel. Donc, limite d'âge, un recul de la limite d'âge à titre personnel, qu'est-ce que c'est? Il ne faut pas le confondre avec les 2 autres, possibilités de rester au-delà de la limite d'âge que sont la prolongation et le maintien en activité. Là, c'est que je prends la limite d'âge applicable à l'agent, en l'occurrence ici,
celle de sédentaire, et je la recule d'1, de 2 ou de 3 ans. Alors, quelles sont les possibilités? Premièrement, j'ai la recul de la limite d'âge pour un enfant à charge. Donc là, c'est quand j'arrive à 67 ans, j'ai au moins un enfant à charge. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un enfant à charge? Attention, c'est pas la même chose que pour les CFT. En l'occurrence, on parle d'enfants à charge au titre du recul de la limite d'âge pour des enfants jusqu'à l'âge de 25 ans. Pourquoi? Parce qu'on revoit vers le code de la ce le code des familles, et non pas vers le code de sécurité sociale, et on a des prestations qui vont jusqu'à 25 ans. Donc autant le SFT, c'est jusqu'aux 21 ans, autant l'enfant à charge au titre, du recul de la limite d'âge, c'est 25 ans, plus bien sûr l'enfant atteint de handicap qui nécessite la présence, qui est toujours d'un parent qui est toujours à charge, toute sa vie. J'atteins 67 ans sans aucune autre condition que celle d'avoir au moins un enfant à charge, j'ai le droit au recul d'1 an. Si j'ai 2 charges, j'ai le droit à un recul de 2 ans, mais à l'âge de 67 ans, pas à l'âge de 68. Enfin, c'est au moment où j'atteins ma limite d'âge. 3 enfants à charge, j'ai le droit au recul de 3 ans. 4 enfants à charge, j'ai le droit au recul de la limite d'âge de 3 ans. Ça va pas au-delà de 3 ans. Donc grosso modo, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un fonctionnaire qui a des enfants à charge, il a le droit au recul de sa limite d'âge au maximum jusqu'à 70 ans. Et quelque part, on pourrait dire, et d'ailleurs on le retrouve ailleurs, que la limite suprême de l'âge du fonctionnaire, c'est 70 ans, heu, pour, avec ce recul, on va le voir aussi avec le maintien en activité. Ça, c'est le premier cas, c'est un droit au recul. Je ne peux pas le refuser si les conditions sont remplies. Même si l'agent est inapte, même si la nécessité de service s'y oppose, je n'ai aucune condition et je n'ai pas condition d'aptitude, physique. Et par contre, je dois prendre une décision. Et ça, c'est un truc, quelque chose de commun à tous les cas, de maintien en activité ou de recul de la limite d'âge. Il faut nécessairement que la décision de recul, de prolongation, de maintien en activité soit prise avant la survenance de la limite d'âge. C'est-à-dire que là, si j'ai un agent qui atteint 67 ans le 30 décembre, il faut que ma décision qui a demandé le recul de la limite d'âge et qui remplit les conditions, il faut que la décision soit prise au minimum, au plus tard le 29 décembre. Il faut que ce soit pris avant la survenance de la limite. Deuxième cas, c'est l'agent qui, lorsque il avait 50 ans, qui atteint sa limite d'âge de 67 ans, il avait au moins 3 enfants à charge à l'âge de 50 ans. Ça ne veut pas dire qu'ils sont décédés depuis, hein, pas du tout. C'est-à-dire qu'à 50 ans, les 3 enfants minimum qu'il avait, peut-être plus, mais les 3 enfants qu'il avait étaient à charge, à 50 ans, et du coup, peut-être qu'ils ne le sont plus à 67, parce que de toute façon, s'ils l'étaient, on aurait le recul pour enfants à charge. Mais ils étaient à charge quand l'agent avait 50 ans, et donc là, l'agent qui a 3 enfants à charge, qui avait 3 enfants à charge à l'âge de 50 ans, il a le droit, s'il en fait la demande, sous réserve de son aptitude physique. Alors là, pour le coup, il y a la condition d'aptitude physique, mais uniquement celle-là, il a le droit au recul de la limite d'âge pour une durée d'1 an. Ça ne se cumule pas avec les reculs de la limite d'âge pour enfants à charge à l'âge de 67 ans, sauf si un des enfants est atteint d'un handicap nécessitant d'au moins 80 nécessitant la présence d'un parent. Et enfin, j'ai l'informe pour la France. Pour l'instant, et j'espère que ça durera, c'est un peu plus rare. Et là, il n'y a pas de conditions et autres, et ça se cumule avec toutes les autres. Deuxième type de possibilité de rester au-delà de la limite d'âge, c'est la prolongation d'activité. Donc ça, c'est quelque chose qui a été créé par la réforme des retraites de 2003, heu et qui avait pour objectif, dans le cadre de la mise en œuvre de la décote, de permettre, aux fonctionnaires, de pouvoir
aller au-delà de leur limite d'âge pour leur permettre d'avoir une retraite à taux plein. Donc là, c'est le fonctionnaire qui a atteint sa limite d'âge éventuellement reculée. C'est toujours le recul qu'on fait en premier, puisqu'en effet, on recule la limite d'âge. Et après, on va faire une prolongation au-delà de la limite d'âge. Donc, le fonctionnaire qui atteint sa limite d'âge avec une qui atteint sa limite d'âge éventuellement reculée peut demander une prolongation d'activité. Cependant, il a quelques conditions à remplir. Première condition, c'est celle d'avoir une durée d'assurance liquidable. Alors, on en a déjà parlé de la différence entre les durées d'assurance. C'est assez riche dans la fonction publique. On a la durée d'assurance liquidable, la durée d'assurance carrière, la durée d'assurance surcote, la durée d'assurance carrière longue, la durée d'assurance handicap. La durée d'assurance liquidable, c'est la durée d'assurance pour avoir un coefficient de liquidation d'au moins 75%. C'est-à-dire, c'est le nombre de trimestres de service effectif de fonctionnaires, le temps partiel étant apprécié au prorata de sa durée, sauf certains types de temps partiel. Donc, il ne faut pas la confondre avec la durée d'assurance carrière qui, elle, regroupe l'ensemble des régimes applicables aux aux fonctionnaires, y compris les régimes de droit privé. C'est-à-dire que si j'ai quelqu'un qui a été dans le privé puis qui est devenu fonctionnaire, pour sa durée d'assurance liquidable, on comprend que les périodes de service effectif de fonctionnaire et sa durée d'assurance carrière, on prend toute la carrière. Donc là, première chose à vérifier quand j'atteins ma limite d'âge, c'est est-ce que j'ai la durée d'assurance liquidable, est-ce qu'elle est inférieure, donc la durée de service effectif de fonctionnaire, est-ce qu'elle est inférieure à la durée pour avoir le taux plein? Si oui, c'est non. C'est un motif de refus. Deuxième condition, c'est l'intérêt du service. Alors, c'est l'intérêt du service, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il ne faut pas que l'établissement n'ait plus besoin de l'agent. C'est comme ça qu'il faut l'entendre. C'est-à-dire que c'est pas un intérêt de le garder, c'est que l'agent ne peut pas que l'employeur ne peut pas le garder. Par exemple, il y a une restructuration avec des suppressions d'emplois. Ou par exemple, il y a une externalisation de l'activité. Ou on a d'autres éléments de l'intérêt du service qui vient justifier le fait que je ne peux pas le garder ou que du moins c'est contraire à ma politique de pilotage de l'établissement. Et enfin, troisièmement, c'est l'aptitude physique à l'emploi. Donc l'agent doit être apte à exercer ses fonctions. Le fait de bénéficier d'un congé de longue maladie ou de longue durée sont les éléments qui, en soi, heu, permettent quand même d'apprécier cette condition d'inaptitude physique. On n'a pas de texte précis pour vous dire comment je l'apprécie. On ne sait pas trop si c'est le médecin du travail ou si c'est le médecin agréé qui l'apprécie. En tout état de cause, on a des jurisprudences du Conseil d'État qui nous disent que lorsque l'agent, par exemple, a un CLM ou un CLD, eh bien, on peut considérer que il n'est pas apte à ses fonctions puisqu'il a quand même une pathologie assez grave justifiant un CLM ou un CLD. Alors j'ai une question ici sur l'articulation avec le CLM fractionné. Le problème, c'est que légalement, le CLM fractionné n'existe pas. Il n'y a toujours pas les textes qui sont sortis, même si en pratique, c'est mis en place. Donc, je ne peux pas répondre à cette question-là, puisque juridiquement, le CLM fractionné n'existe pas. Maintenant, par rapport à un CLM, oui, on pourrait partir là-dessus. En disant, vous n'êtes pas apte, puisque vous bénéficiez d'un CLM. Si on veut sécuriser la chose, on pourrait tout à fait aller jusqu'à apprécier demander l'avis d'un médecin agréé, pourquoi pas, pour confirmer l'inaptitude de l'agent. Il y a
Pas de process et de délai pour demander, la prolongation d'activité pour une carrière incomplète. C'est assez succinct dans la réglementation, et il y a différentes pratiques des employeurs. Il y a des employeurs, par exemple, qui, 1 an avant la survenance de la limite d'âge des agents, vont écrire aux agents en disant: «Voilà, vous allez atteindre votre, limite d'âge. Est-ce que, vous souhaitez rester au-delà de votre, limite d'âge?» Hem, il y en a qui ne le font pas. Il n'y a pas d'obligation ni dans un sens, ni dans un autre, pour, accompagner les agents de manière générale, hein, sauf lorsque le texte le dit, le juge administratif considère que, on n'a pas de comment dire? D'obligation de d'informer, l'agent de ses droits. Il considère que les gens, bah, grosso modo, de manière générale, sont des grands bonhommes et qu'ils peuvent avoir les informations d'une autre manière, avec, leur syndicat, ou, à titre personnel en faisant des recherches sur, sur leur sur leur alors, si l'agent remplit toutes les conditions, heu eh bien, heu, l'employeur va pouvoir prendre une décision pour lui permettre de bénéficier, d'une prolongation d'activité dans la limite de 10 trimestres. Dans la limite de 10 trimestres, c'est du taux plein. C'est-à-dire que je vais devoir regarder si oui ou non mon agent, a, le taux plein avant d'atteindre les 10 trimestres. Alors c'est 10 trimestres calendaires. C'est pas 10 trimestres, d'un point de vue, heu, comment dire? D'un point de vue durée d'assurance liquidable. C'est 10 trimestres calendaires, donc ça fait 2 ans et demi, ce qui va poser une question qui n'est pas non pertinente pour le coup, qui est celle, de la possibilité de fractionner ces périodes-là, et je vais y revenir puisque entre, la position de la CNRACL et la jurisprudence, on a quand même une différence qui n'est pas anodine, et je vais y revenir. Alors si l'agent ne demande pas sa prolongation d'activité et qu'il continue son activité, qu'est-ce qui se passe? Tout s'effondre, l'établissement explose, non, bien entendu, non, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il faut mettre fin, dès que vous l'avez l'information, heu, à, à cette, à cette activité en le radiant des cadres, avec effet rétroactif pour le coup. Il y a même une des jurisprudences, hein, du Conseil d'État qui considère que rémunérer un agent au-delà de sa limite d'âge sans avoir de décision, ça, c'est illégal. Il faudrait récupérer les sommes perçues et verser à l'agent une indemnité à la place. Donc s'il ne demande pas sa prolongation et qu'il continue, eh bien, il faudrait, dès que vous avez l'info, arrêter, et il aura sa pension avec effet au, lendemain de la survenance de la limite, d'âge. Hem, nous avons un agent qui a été en CLM fractionné, pour l'année 2023. Comment devons-nous le déclarer auprès de la CNRACL? Est-ce que nous devons le déclarer en simple CLM? Ça, c'est une autre question, j'y reviendrai, plus tard. Concernant l'intérêt du service, si l'agent demande, une prolongation de service, que cela lui est refusé, nous ne pourrions donc pas recruter un nouvel agent. Alors je vais y revenir à cette notion d'intérêt du service qui n'est pas, négligeable, heu et vous allez le voir. Alors, troisième type, de possibilité de rester, au-delà de la limite d'âge, c'est, le maintien en fonction pour l'intérêt du service. Donc le maintien en fonction pour l'intérêt du service, là, c'est, une nouveauté de la loi de transformation de la loi de la réforme des retraites, pardon. C'est quoi? Donc c'est le fonctionnaire qui atteint sa limite d'âge éventuellement reculée, éventuellement prolongée, qui demande à rester jusqu'à 70 ans. Et alors là, le texte ne me donne aucune
qu'une espèce de commencement de, motifs et de conditions pour bénéficier de ce maintien en fonction, sans radiation des cadres jusqu'à 70 ans. Mais c'est pas pour ça que je ne peux rien faire. C'est-à-dire que, dans ce cadre-là, heu, je peux très bien utiliser tous les motifs que je veux. Ma décision doit être motivée, donc je dois expliquer sur la décision pourquoi, j'ai, refusé. Par contre, le je peux utiliser plein de motifs. Je peux utiliser un motif, d'intérêt du service. Je peux utiliser un motif qui, est, lié à l'insuffisance, physique, à l'inaptitude physique de l'agent ou à son insuffisance, professionnelle. Donc je peux utiliser plein de motifs, hein, je ne suis pas obligé d'octroyer à l'agent. Je peux utiliser les motifs en matière de santé, sécurité au travail. Le tout étant que, sur la décision, ce soit indiqué et en tout état de cause, la limite ultime, eh bien, est, celle de 70. Alors vous le voyez, on a, 2 cas, où on fait référence à la nécessité de service. Le premier, c'est la prolongation d'activité pour 10 trimestres et le deuxième, c'est incidemment ce que je vous évoquais sur le maintien en fonction sans radiation des cadres. Alors, on va y revenir. Avant, je voulais annoncer, est-ce que je peux fractionner les périodes de prolongation ou de maintien en activité? La CNRACL, considérait que non. Je vous l'ai dit, si je n'ai pas de, décision de la CNRACL, si je n'ai pas de pardon, de décision de l'employeur, la CNRACL, pardon, ne prendra pas les services effectués au-delà de la limite d'âge. Heu et assez récemment, la CNRACL, à compter du 1er septembre 2022, a considéré qu'en plus, il fallait que, l'activité au-delà de la limite, d'âge se fasse en une seule fois. C'est-à-dire que l'agent, enfin que l'employeur ne devait, octroyer à l'agent qu'une seule, période de prolongation d'activité. Et donc, une impossibilité de fractionner les périodes de service au-delà de la limite d'âge. Ça pose plusieurs problèmes. Si je prends la prolongation d'activité, ça voudrait dire qu'il faudrait que j'octroie d'emblée 10 trimestres à l'agent, donc 2 ans et demi, alors qu'en 2 ans et demi, il peut se passer plein de choses. Ben, pour le coup, cette position de la CNRACL a été contredite en décembre dernier par le Conseil, d'État, qui, nous indique que l'administration peut accorder à l'agent, y compris après la limite d'âge, d'autres autorisations successives de prolongation d'activité, sous réserve que, il y ait premièrement, heu, une décision avant la rupture du lien. Donc, je fais une première prolongation, par exemple, pour 6 mois, il faudrait qu'il y en ait une autre avant l'épuisement de ces 6 mois. C'est-à-dire qu'il faut chaque fois qu'il y ait une décision avant la fin de la décision précédente, avant la fin de l'effet de la décision précédente. Deuxièmement, il faut respecter les autres conditions. C'est la prolongation dans la limite, du taux, plein en durée d'assurance liquidable et de 10 trimestres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que je fais la prolongation de cette décision, je vais, apprécier l'intérêt du service et l'aptitude physique de l'agent. Alors avant, on n'était pas démunis, hein. Avant, on avait la possibilité d'abroger des décisions de prolongation d'activité pour ces mêmes motifs. Mais là, on peut, chaque fois prendre une nouvelle, décision, pour prolonger cette, cette période de prolongation d'activité au-delà de la limite, d'âge. Enfin, la nécessité de, service, qu'en est-il de la nécessité de service? Quels sont les arguments que je peux, utiliser? Je vais vous poser, une petite question ici, dans un petit sondage et je vous invite à m'y répondre. Plus il y aura de participation, plus ce sera sympa. Est-ce que l'employeur peut refuser le maintien au-delà de la limite d'âge d'un agent, que ce soit prolongation ou maintien, hein, au motif d'une politique de rajeunissement de la pyramide des âges? Je vous laisse quelques instants pour y répondre. Tout à l'heure, j'ai pas le temps de les chercher là. Alors du coup,
quel résultat on a pour ça? À cette question-là, est-ce que je peux refuser, pour un motif heu, de rajeunissement de la limite d'âge? J'ai 26 de oui et 74 de, non. Eh bien, c'est oui, je peux le faire. Alors, je peux le faire et c'est pas vraiment nouveau. On a déjà plusieurs jurisprudences sur la question. Heu, c'est dans l'intérêt du service, je vais pouvoir refuser la prolongation d'activité ou le maintien en activité, on a les jurisprudences sur les 2, pour privilégier le recrutement de jeunes sachants, de jeunes chercheurs ou de profils plus jeunes et variés. Et le juge nous dit, que, ces éléments ne sont pas discriminatoires parce que ça poursuit un objectif de, heu, de gestion. Alors, encore faudrait-il que je puisse justifier cet objectif de gestion pluriannuelle et stratégique. Pour ça, le mieux, c'est d'avoir des lignes directrices de gestion, sur, les modalités de mise en œuvre de toutes ces périodes, prolongation d'activité. Donc ça, c'est une notion d'intérêt du service et du coup, il faut le motiver, hein, cette décision et par cet élément-là. Alors du coup, hem, est-ce que, si l'agent demande une prolongation, que cela lui est refusé, nous ne devrions donc pas retrouver un nouvel agent sur ce poste d'agent retraité? Eh ben, c'est pas, une affirmation qu'on peut, soutenir de manière abrupte. Tout va dépendre. Justement, je pourrais très bien recruter un agent plus jeune si j'ai une politique de rajeunissement de ma pyramide des âges. Je pourrais aussi, recruter un agent plus jeune parce que enfin pas un autre agent, parce que l'agent va atteindre sa limite d'âge maximum ou sa prolongation, que dans quelques mois et que je lance un nouveau projet qui nécessite un investissement, sur non pas quelques mois, mais sur 2 ou 3 ans. Je peux, aussi, dire qu'il y a une modification des conditions des fonctions nécessitant une adaptation à l'emploi de l'agent qui, au regard du fait qu'il va bientôt partir à la retraite par limite d'âge, n'est pas compatible. Le tout, c'est que je puisse pouvoir le justifier, hein. Toute décision doit en son cœur porter un service précis. Donc il faut que j'ai une possibilité d'explication. Du coup, je pourrais recruter un autre agent. Mais parce qu'il y a un intérêt du service qui justifie le fait que je recrute un autre agent plutôt que celui-là. Hem, donc on va, alors un refus pour motif budgétaire. Oui, bien sûr, alors là, on est plutôt de la suppression d'emplois. J'ai un agent qui est dans un service, je diminue le nombre de postes, du coup, peux très bien, supprimer le, l'emploi de l'agent et du coup, motif, budgétaire entre guillemets. Un agent contractuel en FPH atteignant 70 ans au cours d'une période de prolongation d'activité de trimestre peut-il être radié des cas de 70 ou peut-il continuer à travailler, jusqu'à l'épuisement des trimestres? Non, c'est 10 trimestres en tout état de cause dans la limite du taux plein et de 70 ans. 70 ans, c'est la limite maximum. Alors, quels sont les effets pour un contractuel? Ils sont moindres que pour un fonctionnaire, parce que pour un fonctionnaire, la CNRACL ne prendrait pas les services au-delà. Pour un contractuel, le régime général n'a pas connaissance et ne maîtrise pas ces notions-là, donc il y a de grandes chances que la personne continue à se créer des droits. L'IRCANTEC pourrait éventuellement vous embêter sur la question. Donc, le fait de ne pas, heu de ne pas avoir d'éléments pour le maintien en fonction jusqu'à 70 ans ne signifie pas que je n'ai pas d'argument. Donc je résume, je peux faire des décisions fractionnées et je peux chaque fois apprécier si les conditions en sont remplies, notamment d'aptitude physique et d'intérêt, du service. La limite d'âge des actifs. Alors qu'en est-il de la limite d'âge des actifs? Les actifs, eux, ils ont une limite d'âge qui est de 62 ans et je vous avais déjà fait remarquer, hein, sur les éléments liés à la retraite, c'est que, cette limite d'âge de 62 ans, elle est un petit peu en contradiction, pas en contradiction, mais elle pose quand même un problème avec l'âge de la surcote, hein. Ce que je vous avais dit,
qu'un agent actif, il se retrouve à ne pouvoir surcoter qu'à partir du moment où il bénéficie d'une prolongation ou d'un maintien d'activité au-delà de la limite d'âge. Donc c'est 62 ans. Et on va retrouver des possibilités de rester au-delà de la limite d'âge à peu près similaires, avec deux différences. Premièrement, on a le recul. Pas de souci, c'est la même chose. On a la prolongation d'activité pour carrière incomplète. Mais on a un truc qui n'existe pas pour les titulaires, pour les sédentaires, c'est justement la possibilité de rester jusqu'à la limite d'âge des sédentaires. Par contre, ils n'ont pas le droit en maintien en fonction jusqu'à l'âge de 70. Donc, grosso modo, l'âge maximum d'activité des actifs, donc ça ne concerne que les fonctionnaires, hein, puisque les sédentaires, puisque les contractuels sont sédentaires, enfin, ils ne sont pas actifs. Le maximum, c'est 67 ans. Alors, du coup, là, on a un process. Mon agent actif, quand il va atteindre la limite d'âge, il faut que 6 mois au moins avant la survenance de la limite d'âge d'actif, il demande sa prolongation d'activité jusqu'à l'âge des sédentaires et qu'au moins 3 mois avant, il ait transmis un certificat médical d'un médecin agréé. Avec une petite spécificité, c'est que le silence gardé par la demande de l'agent à l'employeur vaut décision implicite d'acceptation. Mon agent qui fait sa demande dans les 6 mois et qui a bien un certificat médical d'un médecin agréé, l'employeur ne répond pas à sa demande au bout de 3 mois, eh bien, il y a une décision implicite permettant une prolongation d'activité jusqu'à la limite d'âge des sédentaires de 67 ans. Quelles sont les conditions? La seule et unique condition est celle de l'aptitude physique. Alors là, c'est assez clair, c'est une aptitude physique qui peut être appréciée soit par un médecin agréé, et en tout état de cause, un agent qui est en CLM, en CLT ou en temps partiel pour motif thérapeutique, non seulement il ne peut pas bénéficier de la prolongation d'activité, mais en plus de ça, si il demande et obtient un CLM, CLD ou un temps partiel pour motif thérapeutique alors qu'il est en prolongation d'activité, ça s'arrête automatiquement. Ça ne s'applique pas pour le cytisme. Et d'ailleurs, mon agent peut être radié des cadres pour invalidité imputable si d'aventure il a un CITIS pendant sa prolongation d'activité. Mais sinon, en CLM, CLD, TPT, d'emblée, c'est un coup près, ça s'arrête du jour au lendemain et le juge, en tout cas les juges de fond, l'acceptent sans aucun problème. La visite auprès du médecin agréé est-elle à la table de l'agent et de l'employeur? Alors, le texte ne le dit pas, mais de manière générale, il me semble que c'est un peu comme si moi, on me demandait de payer le médecin du travail. Je trouve ça un petit peu incongru. Mais il y a des employeurs qui le mettent à l'achat, qui disent c'est à toi de payer puisque tu veux rester. C'est pas mon point de vue, mais j'ai pas d'argument pour vous le justifier. En ce qui concerne les actifs qui terminent en sédentaire, c'est assez facile. Eh bien, on va avoir la limite d'âge des sédentaires, puisque la limite d'âge est celle de l'emploi occupé. Donc, du coup, c'est 67 ans, avec les mêmes droits aux prolongations, au maintien. Et enfin, les agents qui ont utilisé le droit d'option, dans le cadre de la loi de 2010, eux, avec la réforme des retraites, je l'avais déjà dit, ils ont une limite d'âge qui passe maintenant à 67 ans, au lieu de 65 ans, qui était la limite d'âge antérieure, spécifique, qui était aussi l'âge d'annulation de la décote. Alors, on va passer maintenant à la retraite progressive. Alors, vous avez peut-être suivi la saga de la retraite progressive. Euh, C'était retraite progressive, elle existait, on l'a supprimée, on l'a remise. Alors, qu'est-ce que c'est que cette retraite progressive dans laquelle finalement vous avez un rôle très très limité à jouer et qui, qui donne la part belle à la CNRACL et encore avec assez peu de marge d'appréciation. En fait, pour vous, le seul élément de la retraite progressive,
c'est pas lié à la retraite progressive, c'est lié à une des conditions pour bénéficier de la retraite progressive, c'est-à-dire d'être à temps partiel. Donc, on va le voir, l'agent qui veut bénéficier d'une retraite progressive, il va avoir comme condition notamment le fait d'être à temps partiel. Du coup, il va vous demander un temps partiel s'il n'est pas déjà à temps partiel. Mais il ne va pas vous demander directement à vous de vous positionner sur la retraite progressive. Il va vous demander de faire la demande à la CNRACL via PEPS, mais vous n'avez rien à faire, si ce n'est éventuellement vérifier si les conditions sont remplies de manière à ne pas perdre de temps et à informer l'agent, mais ce n'est pas vous qui allez dire, «J'octroie ou pas la retraite progressive». Alors, quelles sont les conditions pour bénéficier de la retraite progressive? Ces conditions sont cumulatives. Premièrement, il faut être à, minimum 2 ans de l'âge d'ouverture de droit des sédentaires. Donc ça ne marche pas, pour l'âge des actifs. Je ne suis pas en train de vous dire que les actifs ne peuvent pas bénéficier d'une retraite progressive. Je suis en train de vous dire que les actifs ne peuvent pas bénéficier de retraite progressive 2 ans avant leur âge d'ouverture de droit d'actif. Vous allez voir, j'ai, un petit schéma là-dessus. Deuxièmement, justifier d'une durée d'assurance d'au moins 150 trimestres et troisièmement, donc avoir une autorisation de service à temps partiel et en fait, c'est le seul point sur lequel vous pouvez intervenir puisque, c'est notamment une autorisation de service à temps partiel pour convenance personnelle. Donc si vous refusez le service à temps partiel, vous refusez mécaniquement, l'agent ne peut pas bénéficier d'une retraite, progressive. On va voir ces conditions une à une. Premièrement, la condition d'âge, sédentaire, c'est 2 ans avant l'âge d'ouverture de droit qui leur est applicable. Donc en fait, ça nous donne ça, en fonction de l'année de naissance. Quelqu'un, par exemple, qui est né en 65, il peut demander au plus tôt une retraite progressive à 63 ans et 3 mois. Quelqu'un qui est né en 67, ça sera au plus tôt à 63 ans et 9 mois. Pardon, je suis désolé, c'est l'âge d'ouverture de droit, excusez-moi, je suis un peu covidé. C'est, 2 ans avant l'âge d'ouverture de droit. Donc je reprends. L'agent qui veut demander la retraite progressive en sédentaire, c'est 2 ans avant l'âge d'ouverture de droit. Donc quelqu'un qui est né en 65, il a un âge d'ouverture de droit à 63 ans et 3 mois. Il a le droit à la retraite progressive à 61 ans et 3 mois. Quelqu'un qui est né en 67, il a un âge d'ouverture de droit à 63 ans et 9 mois. Il a le droit à la retraite progressive à 61 ans et 9 mois. Donc c'est 2 ans avant. Donc, faisons un petit schéma. J'ai un agent sédentaire né le 15 février 64. La retraite progressive est possible, donc génération 64. Ouverture de droit à 63 ans. Et donc, possibilité de retraite progressive à 61 ans. Et c'est le premier jour du mois suivant la date anniversaire, sauf si la date anniversaire, c'est le premier jour. Donc, il peut à ce moment-là demander sa retraite progressive. Il peut demander sa retraite progressive à ce moment-là, mais n'importe quand après. C'est-à-dire qu'il peut le demander non seulement à 61 ans, mais à 61 ans et 6 mois, à 61 ans et 3 mois, à 62 ans, à 63, à 64, à 65. À tout moment, il peut demander sa retraite progressive. Le tout, c'est qu'il le fasse avant sa décision de radiation des cadres. Radiation des cadres qui peut avoir lieu au titre de la limite d'âge. Donc, ce n'est pas à un moment donné, il peut le demander tout au long de la période à compter du moment où il remplit la condition, la condition d'âge. Après, et les autres, bien sûr, conditions. Alors, l'agent qui part en carrière longue ne peut pas en bénéficier. Bah, de facto, non. En fait, comme il part en carrière longue avant l'âge d'ouverture de droit et assez fréquemment avant l'âge ou auquel il peut bénéficier de la retraite progressive, et ben de facto, non. Ça va être difficile.
Par contre, l'agent qui remplit les conditions de la carrière longue, mais qui part pas au titre de la carrière longue, il peut très bien bénéficier de la retraite progressive. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la borne d'âge, c'est celle-là pour la retraite progressive. C'est celle du 3e tableau. Et du coup, si je pars avant, par définition, je ne peux pas bénéficier, de ma retraite, progressive. Donc, on peut le faire. L'agent peut demander la retraite progressive 4 mois avant sa radiation des cadres, sauf que en pratique, ça va quand même être compliqué, parce que, il y a le délai de traitement du dossier et même si dans le texte on n'a pas de délai pour faire la demande de retraite progressive, les, réponses aux voire aux questions et autres, hein, notamment celle de la DGFP, invitent l'agent à faire la demande au moins 6 mois avant la date à laquelle il veut. Mais par contre, il peut très bien dire 6 mois avant, donc, 10 mois avant, son départ à la retraite, il peut dire: «Coucou, j'aimerais bénéficier de la retraite progressive 4 mois avant ma retraite». Il y a rien qui l'en empêche juridiquement. Alors, pour les catégories actives, est-ce que les catégories actives ont le droit, ont la possibilité, de, bénéficier de la, retraite progressive? Oui, bien sûr, ils peuvent en bénéficier, mais pas avant l'âge d'ouverture de droit de la retraite progressive des sédentaires. Puisqu'il n'y en a qu'une, hein, l'âge d'ouverture de droit heu, de la retraite progressive, c'est celui des sédentaires. Donc en fait, un actif, lui, eh bien, celui qui est né en 65, il aurait un âge d'ouverture de droit à 57 ans, on est d'accord? Puisqu'il est hors réforme et il aurait un âge de retraite progressive qui est celui de la génération 65 sédentaire, donc 61 ans et 3 mois. Et ainsi de suite, donc on sort de la période transitoire, hein, compter la génération 68, l'âge minimum de la retraite progressive, c'est 62 ans. Donc ils peuvent en bénéficier, mais vous voyez, c'est un peu comme la surcote, c'est nécessairement pour la génération 68 et suivants, dans le cadre d'une prolongation d'activité. Question d'ailleurs qu'on va se, se poser. Donc, petit exemple, j'ai un âge actif né le 15 février 64. Donc les conditions, je vous les rappelle, ici. Du coup, cet agent-là, il ouvre un droit le 15 février 2021 à 57 ans. Et il peut demander sa retraite, progressive à 61 ans le 1er mars 2025, le 1er jour du mois suivant sa date anniversaire et il peut demander sa retraite progressive à tout moment avant sa radiation des, cadres. Une infirmière qui a choisi de rester en catégorie A, active alors j'imagine, née en 64 et qui souhaite une retraite progressive, à partir de quand peut-elle faire sa demande? Vous avez la réponse sous les yeux, hein. Il y en a qui veulent tenter de répondre à cette question. À partir de quand peut-elle faire sa demande? L'infirmière qui est en catégorie active, donc dans le cadre de 2017, et qui est née en 64 et qui souhaite une retraite progressive. À votre avis, à quel âge elle peut partir? Enfin, elle peut, pardon, bénéficier de la retraite progressive. OK, et ben, elle peut partir à 61 ans. C'est sous vos yeux. Merci, madame. 61 ans et si elle avait fait une demande pour, passer en sédentaire, donc en catégorie sédentaire, est-ce que ça changerait quelque chose au regard de la retraite progressive? Non, c'est vraiment pas un sujet, elle peut tout à fait, ça change pas son âge de la retraite progressive puisque l'âge de la retraite progressive, c'est, 2 ans avant l'âge d'ouverture de droit des sédentaires. Donc pour le coup, merci à ceux qui ont participé à ça. Non, elle peut, tout à fait, demander à cet âge-là, qu'elle soit active ou sédentaire, ça ne change absolument rien. Deuxième condition, c'est la condition de temps partiel. Donc pour bénéficier de la retraite progressive, il faut que mon agent soit autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel et on renvoie directement
à l'article L612-1 du Code général de la fonction publique, que vous connaissez, j'imagine, tous par cœur. Et du coup, qu'est-ce qu'on a là-dedans? C'est le temps partiel qui ne peut pas être inférieur en mi-temps, et sont concernés le temps partiel pour convenance personnelle, le temps partiel de droit, les temps partiels de droit. Par contre, ne sont pas concernés les temps partiels pour motif thérapeutique et le temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise. Alors, donc, est-ce que je peux refuser un temps partiel de droit? Ben non, il est de droit. Est-ce que je peux refuser un temps partiel pour convenance personnelle? Oui. Comment? Pour nécessité de service. Je vous rappelle quand même que avant de refuser à un agent une autorisation de service à temps partiel, il faut qu'il y ait nécessairement un entretien. Et c'est une condition nécessaire à la légalité de la décision. Et la décision doit être motivée par la nécessité de service. Et du coup, si je refuse l'autorisation de service à temps partiel, mécaniquement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je ne peux pas avoir la retraite progressive. Attention, vous voyez comment j'ai écrit le machin? C'est retraite progressive, impossible. C'est-à-dire que vous ne vous positionnez pas sur la retraite progressive, mais vous dites que la retraite progressive est impossible compte tenu du fait que l'agent ne remplit pas la condition de temps partiel. C'est vraiment mécanique, hein, la retraite progressive. Je remplis les conditions, j'ai le droit à la retraite progressive. Je ne remplis pas les conditions, je n'ai pas le droit à la retraite progressive. Point. Il n'y a pas de question d'opportunité. La seule question de l'opportunité, c'est de l'opportunité de la nécessité de service liée au temps partiel. Condition de trimestre. Donc la troisième condition, c'est il faut au moins 150 trimestres en durée d'assurance. Ça veut dire quoi? C'est au moins 150 trimestres en durée d'assurance, tout régime confondu. C'est la plus large durée d'assurance qu'on peut, qui existe sur dans les cadres de la, pardon, dans le cadre de la retraite. Dernier point, qui n'est pas des moindres, hein, sur cette retraite progressive, avant de voir ses effets sur la retraite et comment ça se calcule. Quelle est la date d'effet? Donc, la date d'effet, c'est l'agent qui doit en préciser la demande. L'agent, quand il fait sa demande, il dit voilà, je voudrais une retraite progressive à partir de telle date. Et à partir de quand il peut la demander? Je vous l'ai dit, il va la demander au plus tôt, le premier jour du mois suivant la date à laquelle les conditions pour y bénéficier sont réunies, sauf si les conditions pour en bénéficier sont réunies le premier jour du mois. Par contre, l'agent, il ne peut pas dire oui, j'aimerais une retraite progressive depuis le. Non, c'est pas possible. Il n'y a pas d'effet rétroactif à sa demande. C'est pas une demande le 20 septembre pour une date d'effet au 1er juillet parce que je remplissais les conditions au 1er juillet. Donc, par exemple, là, ici, courant janvier, l'agent fait une demande de temps partiel et de retraite progressive avec les conditions remplies au 1er février. Le 1er février, il est donc à temps partiel, il en remplit les conditions, c'est le premier jour du mois, le temps partiel démarre. Et du coup, il va pouvoir bénéficier de la retraite progressive à compter du 1er février, puisqu'il a fait sa demande avant. Cependant, il faut quand même tenir compte du délai de vérification et de traitement de la liquidation de la CNRACL, parce que ce qu'on va faire en matière de retraite progressive, c'est qu'on va calculer et liquider la pension, une partie de la pension. On va voir comment. Donc, du coup, si je fais cette liquidation, il faut du temps. Il faut consolider le CIR, le compte individuel retraite. Il faut calculer la, la pension pour ensuite la liquider. Donc, il peut y avoir un temps de traitement et la décision de concession, elle, il y aura un effet rétroactif à la date de la demande. Versement avec effet rétroactif et puis versement pour le futur. Donc, il faut vraiment tenir compte des délais de liquidation, le mieux étant les 6 mois, de manière euh, à ce que la CNRACL ait le temps de traiter le dossier. J'ai fait un dossier de rentrée progressive pour un temps partiel au 1er janvier 2025. C'est très bien. Alors, attention, hein,
là, on a des bons délais. Alors attention, mon agent, ici, je prends l'exemple d'un agent qui était à temps plein, mais je peux avoir aussi une situation d'un agent qui est déjà à temps partiel. Du coup, il y a même pas de question à se poser sur l'opportunité, heu, du, heu, du temps partiel si l'agent est déjà à, à à temps partiel. Bien. Alors, dans le process, hein, l'agent éventuellement fait une demande à temps partiel s'il n'est pas déjà à temps partiel et du coup, l'employeur, qu'est-ce qu'il va faire lui? Eh bien, s'il accepte, hein, le temps partiel ou s'il est déjà, heu, l'agent est déjà à temps partiel, eh bien, l'employeur transmet le dossier de pension et l'autorisation de temps partiel à CNRACL et il doit informer, en théorie, les autres régimes. Alors la CNRACL, pardon, doit informer les autres régimes puisque faut avoir conscience aussi que quelqu'un qui est polypensionné, donc qui est qui a été contractuel, ou qui a travaillé au régime général de la sécurité sociale, qui est devenu fonctionnaire plus tard, qui donc a une pension du régime général et une pension du régime spécial. Il va pouvoir bénéficier, enfin, quand il va liquider sa pension de retraite au titre de la cessation de la retraite progressive, pardon, il va le faire dans tous les régimes de base. Donc, il le fait à la fois à la CNRACL et au régime général de la sécurité sociale. Donc, je ne sais pas comment la CNRACL fonctionne. Je ne sais pas non plus, je ne suis pas plus informé que vous sur le fonctionnement interne de la CNRACL et notamment sur les temps de migration et qu'est-ce qui se passe quand le dossier est perdu et de respect du délai. En tout état de cause, sur la date des faits, oui, c'est bon. Par contre, sur le temps de traitement du dossier, je n'en sais rien. Ça, c'est des fonctionnements internes de la CNRACL, qui, d'une part, j'ai pas accès à ça et deuxièmement, que vous le savez très bien, pour gérer des agents publics aussi, les contingents, j'ai l'agent gestionnaire qui est malade et autres. Enfin, il y a plein d'éléments qui font que ça peut avoir un impact sur la situation. Alors, au demeurant, c'est combien la retraite, progressive? Alors, la retraite progressive, c'est une pension normale. C'est une pension normale, il y a pas de règles, particulières sur le calcul de la cessation progressive. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer la pension comme si, mon agent partait, à la retraite aujourd'hui, mais qu'on va lui verser qu'une partie de sa pension. Donc on va calculer la pension avec tous ses accessoires, majoration, pour enfants, majoration pour handicap, supplément de pension au titre du CTI, prime aide-soignant, supplément de pension de prime de feu pour les sapeurs-pompiers, le cas échéant. On va faire un calcul comme si l'agent partait ce jour-là à la retraite et on va l'affecter d'un coefficient qui est égal à la quotité non travaillée. C'est-à-dire que si mon agent il est à 80 je vais lui verser 20 de sa pension. Si mon agent est à 30 je vais lui verser 30 de sa pension. Si mon agent est à 40 à 60 je vais lui payer 40 de sa pension. Donc on affecte le montant de la pension calculée, d'un, coefficient de la partie non travaillée. De la partie non travaillée et pas non rémunérée. L'agent à 80 vous savez qu'il est rémunéré plus que 80. On ne parle pas de la quotité rémunérée, on parle uniquement de la quotité non travaillée. Donc ça donne quoi? Eh ben, je fais un calcul normal de la pension. PIB 75 durée d'assurance liquidable sur le durée pour un taux plein multiplié par le coefficient de, minoration ou de majoration, avec donc pourcentage de liquidation, des cotes et tout ça nous fait le pourcentage de calcul. Chose qu'on a déjà vu ensemble sur des, webinaires. Alors, faisons un petit exemple. Prenons le cas de Julie, qui est née le 1er mars 1966 et qui a un TIB de 30 000 € pour faire simple, qui a donc une année d'ouverture de droit puisqu'elle est concernée par la réforme, de 63 ans et 6 mois, le 1er septembre 2029, avec une durée requise pour le taux plein de 160 trimestres.
Première question, sur cet, agent-là, c'est, quand est-ce qu'elle peut partir au plus tôt qu'elle peut, pardon, liquider au plus tôt, la retraite dans le cadre d'une retraite progressive? Eh ben, c'est facile. Qu'est-ce qu'on fait? On enlève 2 ans à 63 ans et 6 mois. Donc elle a une retraite progressive au plus tôt à 61 et 6 mois. Du coup, elle est née le 1er septembre et si elle est à temps partiel, et bien, et qu'elle a au moins 150 trimestres tous régimes confondus, et bien, elle remplit la condition d'âge, du nombre de trimestres et de temps partiel pour bénéficier d'une retraite progressive. Là, pour le coup, elle remplit clairement la condition de 150 trimestres. Par contre, vous voyez qu'elle a quand même une belle carrière dans le privé, puisqu'elle a travaillé de 89 à 2002 dans le privé. Du coup, elle va avoir une retraite progressive dans le privé et en tant que fonctionnaire. Ensuite, elle a les services de fonctionnaire. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un calcul normal de sa pension. Donc là, je calcule sa durée euh, liquidable, c'est 99 trimestres. Et donc, du coup, je calcule sa pension, 75% de 99 fois 172, puisqu'il faut 172 trimestres pour le taux plein pour elle. Elle est sortie de la période transitoire. Ce qui me fait un taux de pourcentage de liquidation de 43,16%. Ensuite, je vais calculer, pardon, son éventuelle décote. Donc là, on va regarder les régimes, les autres régimes pour calculer la décote. En l'occurrence, j'ai mis 4 trimestres par an pour faire simple sur la partie privée. Et le temps partiel est différent puisque elle est plein. On a les enfants. Et donc, du coup, elle a 160 trimestres. Pardonnez-moi, j'ai fait une petite erreur ici. Ce n'est pas le 1er septembre 2029, c'est le 1er septembre 2027. Donc, elle a 160 trimestres en durée d'assurance. Du coup, elle a une petite décote de 12 trimestres. Donc, ça va me faire combien en termes de calcul? Je fais 30 000 fois 43,16 fois 0,85, c'est sa décote. Du coup, elle a une retraite de fonctionnaire. Si elle partait à cet âge-là, à 61 ans, et 3 mois, de 11 5,8 euros. Qu'est-ce que je fais pour elle? Ben, je regarde sa quotité de travail et je lui paye la partie non travaillée. En l'occurrence, elle est à temps partiel à 80%, donc sa retraite progressive, ce sera, je vous le donne 1000, 20% du montant de la pension qu'elle aurait eue si elle avait été liquidée sa pension de retraite. Du coup, elle aura une retraite progressive de 183,43 euros par mois. Donc voilà comment ça se calcule. Je fais un calcul normal et je paye la quotité, le pourcentage de la quotité non travaillée. C'est uniquement cette quotité non travaillée, avec par contre la possibilité de modifier la quotité. C'est-à-dire que l'agent, je lui donne un temps partiel et ce temps partiel avec une certaine quotité, je peux modifier et du coup, je modifie le montant de la pension. Par contre, si l'agent reprend à temps plein, on supprime la retraite progressive à titre définitif et à chaque fois, il faut que j'informe la CNRACL. Donc, si je creuse un petit peu, j'ai mon agent qui est en retraite progressive avec un temps partiel à 70%, et donc il y a une retraite progressive à 30%. Le 1er février, elle passe à 60%, ou il passe à 60%. Du coup, qu'est-ce qui se passe sur sa retraite? Eh bien, la retraite progressive passe à 40%. Il est à 80%, et ben, du coup, ça passe à 20%. Donc, vous voyez, il y a une évolution euh, dans un sens comme dans un autre de la quotité. Alors, chaque fois, c'est vous qui décidez, avec une décision motivée, de me changer ou pas la quotité de temps partiel en fonction des nécessités de ces. Donc, ça fait quoi pour Julie? C'est 30% ici, soit 40% là,
et 20% de sa pension là. Du coup, le montant de sa retraite progressive sera différent en fonction des périodes à plein et à demi. Enfin, pardon, des périodes d'exercice des fonctions à temps partiel en fonction des taux, 70, 60 ou 80%. Ça prend effet quand, hein, c'est chaque fois le premier jour du mois, suivant la date des modifications. Le mieux étant de changer les, quotités, à chaque début de mois. Enfin, si mon agent reprend à temps plein, c'est fini. Il a une suppression de la retraite progressive, il ne pourra plus en bénéficier, même s'il reprend à temps partiel derrière. Donc si je prends Julie, toujours, elle a 20% à 80%, en exerçant cette fonction à 80%, puis 40%, et ça s'arrête. C'est fini. Et même si elle reprend un temps partiel après, elle ne pourra plus bénéficier de sa retraite progressive. C'est qu'une seule fois. Et vous voyez, c'est qu'une seule fois. Et on ne recalcule pas à chaque fois, hein. On fait une seule fois le calcul pour la retraite progressive, et ce, pour toute la période de retraite progressive, qui est grosso modo une période de cumul d'une partie de la retraite avec l'activité de fonctionnaire ou d'agent public qui continue. Est-ce que mon agent qui bénéficie d'une retraite progressive peut cumuler son activité? A priori non. Le texte me dit que l'agent exerce de manière exclusive à temps partiel et la foire aux questions de la DGFP, a une interprétation de cette rédaction qui est de dire que, comme c'est à titre exclusif, on ne peut pas avoir de cumul d'activités. Donc, c'est la seule interprétation par une entité, par la DGFP qui existe, sur ce plan-là. Deuxièmement, est-ce que l'agent peut bénéficier des reculs de la limite d'âge, de la progression et du maintien en activité? Oui, bien sûr, et on l'a vu, même pour les actifs, il le faut, puisque si jamais je n'ai pas si je n'ai pas atteint l'âge, de 62 ans quand je suis sorti de la réforme, je ne peux pas bénéficier de la retraite progressive. Donc oui, il peut en bénéficier, c'est même nécessaire pour les actifs. Est-ce que l'agent peut surcotiser? Surcotiser plutôt, est-ce qu'il peut payer une surcotisation à temps partiel? Je vous rappelle, hein, que l'agent qui exerce à temps partiel a la possibilité de cotiser au-delà, avec à compter du 1er janvier, un nouveau taux de surcotisation à temps partiel. Et la question, c'est est-ce qu'il peut faire de la surcotisation dans la limite de ce trimestre? Il n'y a rien qui l'en empêche, hein. Oui, c'est tout à fait possible. Alors ça voudrait dire que mon agent, il est à temps partiel, il a une retraite en partie, puis en plus de ça, il fait de la surcotisation. C'est pas du tout impossible de mettre ça en. Alors, jusqu'à quand ça dure, la retraite progressive? Est-ce qu'il y a une durée maximum de la retraite progressive? Non, il n'y en a pas. Est-ce que l'agent peut acquérir des trimestres de surcote? Oui, bien sûr. Il peut avoir des trimestres de surcote, hein. La retraite progressive, elle cesse au moment de la radiation des cadres, ou au moment où l'agent reprend un temps plein. Sinon, c'est au moment de la radiation des cadres et à ce moment-là, on va faire un nouveau calcul complet de la pension. On va recalculer la pension en tenant compte, bien entendu, des services qui ont été faits durant la période de retraite progressive. Du coup, comme l'agent est à temps partiel en durée d'assurance liquidable, ça sera proratisé, sauf s'il a surcotisé. Euh, on prendra en compte le dernier traitement, hein, c'est vraiment. Donc, les périodes de temps partiel durant la période de cumul avec une retraite progressive sont pris en compte dans la pension. Oui, bien sûr, mais au temps partiel. Et comment? Eh bien, dans les conditions de droit commun. Et on prend quel indice?
eh ben, on prend l'indice correspondant à l'échelon. Là-dessus, j'espère que vous n'êtes plus dans l'idée qui était, assez partagée, que lorsque mon agent est à temps partiel, il faut qu'il reprenne au moins 6 mois à temps plein pour avoir son traitement indiciaire pris en compte à 100. C'est faux. Le texte, hein, est assez clair. On prend l'indice, correspondant, à, l'échelon effectivement détenu depuis au moins 6 mois, pas l'indice au programme. Et enfin, qu'en est-il du supplément, de pension, aide-soignant? Là, pour le coup, on peut avoir un impact. Parce que la base de la moyenne des montants mensuels de la prime spéciale de suggestion perçue pendant les 6 derniers mois d'activité avant la date d'admission à la retraite, c'est ça qui sert pour calculer le supplément de pension d'aide-soignant. Donc ça peut avoir un petit effet. Mais c'est pour, donc des actifs, en théorie, puisque c'est des, aides-soignants, hein. Un aide-soignant faussement reclassé sur un poste aménagé de secrétaire médical sans décision de reclassement, c'est illégal et il ne devrait pas avoir le supplément de pension d'aide-soignant. Donc ça pose des vraies questions de droit, hein, nombreuses, et qui vont être difficiles à gérer. Donc mais sinon un aide-soignant qui, bénéficie d'une prolongation d'activité jusqu'à la limite d'âge des sédentaires, qui du coup à l'âge de 62 ans peut éventuellement bénéficier d'une retraite progressive. Oui, ça pourrait avoir un effet, cette retraite progressive sur le supplément de pension. Par contre jamais, hein, donc sur l'indice de l'âge. Donc si je reprends Julie, on va aller au bout de l'exemple de Julie. Je reprends Julie, elle a donc bénéficié de sa retraite, progressive avec son pourcentage de pension. Et là, pour le coup, elle décide de partir le, 1er, le 30, août 2030, enfin pour le 1er pardon, septembre 2030. Du coup, elle va faire 6 trimestres de plus. Elle était à 50 tout ce temps-là, donc on prend la moitié des années. Donc elle a un pourcentage de liquidation qui augmente. Au lieu d'avoir 89 trimestres, elle en a 99 trimestres, pardon, elle en a 105. Du coup, elle a une meilleure pension et en plus de ça, ben, elle diminue sa décote puisqu'elle va avoir des trimestres supplémentaires, 171 trimestres, ce qui va lui permettre de n'avoir plus qu'un seul trimestre de décote. Je vous rappelle que, en matière de durée d'assurance carrière pour la décote, on prend en compte la durée du temps partiel non proratisé à 100. Donc, elle aura une retraite recalculée, comme si, ben d'ailleurs c'est le cas dans le cadre de l'exercice de ses fonctions à temps, heu, à temps partiel, pendant sa retraite progressive. On recalcule tout et donc elle aura une pension de 13 562,325 €. Donc si je résume, pour avoir le droit à la retraite progressive, il faut être à temps partiel, être à 2 ans de l'âge d'ouverture de droit des sédentaires et avoir au moins 150 trimestres. Les conditions sont remplies. Je fais un calcul normal de la pension comme si l'agent partait et je lui verse une pension, je lui verse un pourcentage de la quotité non travaillée de cette pension. S'il y a une évolution de la quotité de temps de travail, je modifie ce pourcentage de pension dans un sens comme dans l'autre. Si l'agent reprend à temps plein, j'arrête la retraite progressive et je ne pourrai plus jamais la reprendre. Une fois que mon agent arrive à la retraite, je recalcule la pension en tenant compte des services effectués pendant sa retraite progressive. J'espère avoir été suffisamment clair. Alors qu'en est-il des contractuels? Donc les contractuels, en fait, c'est pas nouveau. Ils avaient déjà le droit à la retraite progressive. Simplement, on a un petit peu harmonisé les conditions. Donc, on a la condition d'âge qui est la même que pour les fonctionnaires. C'est d'être au moins à 2 ans de l'âge d'ouverture de droit. Et là, il n'y a pas d'actif sédentaire qui se pose puisqu'il n'y a pas
d'actifs pour les assurer du régime général de la sécurité sociale. Là-dessus, c'est la même chose, hein, les mêmes conditions. C'est être d'âgé d'au moins entre 60 et 62 ans, on a vu le tableau, avoir au moins 150 trimestres et avoir une activité à temps partiel ou un temps réduit. Et vous voyez par contre, c'est entre 40 et 80. Sauf que dans la fonction publique, il y a pas de temps partiel à 40. Du coup, de facto pour les contractuels, c'est 50. Alors du coup, il faut que vous donniez, donc c'est pas du tout votre problème en fait, ça. C'est vraiment l'agent qui va faire sa demande directement auprès de sa caisse de retraite du régime général, qui elle est censée d'ailleurs informer la CNRACL si l'agent est polypensionné. Vous, vous devez simplement communiquer à l'agent ce document, je vous ai mis le lien. C'est une attestation du fait que l'agent est à temps partiel et de sa quotité. Puisqu'en fait, derrière, c'est exactement le même calcul et les mêmes conditions. C'est-à-dire que je calcule la pension et je verse une fraction sur la différence entre 100% et la quotité de travailler à temps partiel. Pension calculée dans les conditions de droit commun. Et avec une suspension lorsque l'agent remplit les conditions, reprend à temps plein. Heu et enfin, oui, reprend à temps plein et du coup, là, c'est supprimé de manière définitive. Donc et le montant de la pension complète se calculera à la fin pour les agents comme une retraite, une retraite normale. Donc c'est comme pour les fonctionnaires et c'est par contre, vous avez vraiment rien à faire, juste l'attestation sur le temps partiel. On va passer à la dernière partie, c'est la question du cumul emploi-retraite des fonctionnaires. Et après on verra celle des contractuels, hein, cumul emploi-retraite, fonctionnaires et contractuels. Bon, là-dessus, ce sont des règles qui ont été mises en œuvre en 2003, modifiées en 2011 et sur le fond, les règles ne changent pas vraiment. Par contre, il y a un petit avantage supplémentaire, c'est que l'agent, le fonctionnaire en cumul emploi-retraite libéralisé va pouvoir se créer des nouveaux droits au régime général de la sécurité sociale. Donc, on va le voir, il y a 2 types de cumul emploi-retraite. J'ai le cumul emploi-retraite partiel et j'ai le cumul emploi-retraite libéralisé. Et le fonctionnaire qui est en cumul emploi-retraite libéralisé et qui, s'il reprend chez le même employeur, a une interruption d'activité pardon, d'au moins 6 mois, il va pouvoir bénéficier à la fois du cumul et en plus de ça, il va pouvoir se créer de nouveaux droits au régime général de la sécurité sociale. Donc, allons-y pour voir ça un petit peu dans le détail. Donc, premièrement, les 2 cas de cumul du fonctionnaire, j'ai le cumul libéralisé et j'ai le cumul partiel. Alors le cumul libéralisé, c'est quoi? C'est la possibilité de cumuler sans restriction une rémunération tirée d'une activité professionnelle avec sa pension de retraite CNRACL. Quelles sont les conditions? Premièrement, c'est d'avoir liquidé l'ensemble des pensions auprès des régimes de base et complémentaires légalement obligatoires. Et mine de rien, cette condition-là a un effet induit sur les actifs. Parce que les, les actifs, eux, ils sont les fonctionnaires actifs, ils sont à la RAFP, retraite additionnelle à la fonction publique. Or, la RAFP, ça ne se liquide pas avant l'âge d'ouverture de droit des sédentaires. Donc, du coup, entre le moment où mon agent atteint l'âge, pardon, atteint son, son âge, éventuellement son âge limite, et l'âge auquel il peut liquider la RAF,
c'est-à-dire 64 ans si je suis sorti de la période transitoire, et ben, il peut pas faire du cumul, il est pas dans le cumul libéralisé. Il est limité dans ce cumul. J'ai un aide-soignant, qui arrive à 62 ans, il est radié des 4 par limite d'âge, il reprend une activité professionnelle, il est dans le cumul partiel, de facto. Pourquoi? Parce qu'il a pas payé liquider la RAF et la RAF, c'est liquidé à compter de 64 ans pendant, quand on sera sorti bien sûr de la période transitoire d'évolution de l'âge d'ouverture de droit à la pension de 62 à 64. C'est encore un effet supplémentaire induit pour ces agents-là. Il faut avoir aussi liquidé, ses pensions du régime, général, je vous le rappelle, pour pouvoir liquider ses pensions de retraite, il faut avoir cessé son activité professionnelle pendant au moins 1 seconde. Je dis ça un peu en rigolant parce qu'il y a pas de durée minimum, mais il y a, cette condition d'interruption d'activité. Donc, j'ai liquidé l'ensemble de mes droits à pension, de régime de base et complémentaire. J'ai cessé mon activité et j'ai le taux plein. Donc, j'ai le taux plein, c'est-à-dire que j'ai, soit le nombre de trimestres pour ne pas avoir de décote, c'est la décote qui compte, soit j'ai atteint, l'âge d'annulation de la décote, c'est-à-dire 67 ans. Avec, une exception, c'est, l'invalidité. Là, pour le coup, l'agent radié des 4 pour invalidité, il peut, être, en cumul, libre. Donc je répète, 1, avoir atteint entre 62 et 64 ans, puisqu'il faut avoir liquidé l'ensemble de ses droits à pension de tout régime confondu, y compris complémentaire. 2, avoir le taux plein, donc c'est soit en durée d'assurance carrière, pas de décote, soit à 67. Si je remplis ces conditions, je peux faire ce que je veux avec mes cheveux et cumuler à 100 une activité reprise. Si je ne remplis pas ces conditions, je suis dans le cumul partiel. Je suis, dans le cumul partiel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais je reprends une activité professionnelle, il ne faut pas que mon activité professionnelle me rapporte, un gain qui est, supérieur au tiers du montant de ma pension, plus la moitié du minimum garanti. Si jamais je dépasse ce plafond, je dois, réduire le montant de la pension à concurrence du dit dépassement. Donc, la CNRACL est censée vérifier régulièrement la situation de l'âge. Enfin, pour, arrêter mythe sur cette question-là, il n'y a pas de délai d'attente de 6 mois, si reprise d'activité chez le dernier employeur. Il y en a pas. Heu, c'est, heu, cette condition-là, elle ne s'applique qu'au régime général de la sécurité sociale. Attention cependant, ce délai de 6 mois va s'appliquer pour la création de nouveaux droits à pension que je vais évoquer dans quelques instants. Alors, si je reprends Julie, notre Julie, qui a eu sa retraite progressive, qui, après plusieurs années de retraite progressive à 50 a liquidé sa pension de retraite et qui, le 1er septembre 2030, eh bien, Julie, elle reprend une activité, elle reprend une activité, professionnelle dans le privé. À votre avis, est-ce que Julie peut cumuler sans plafond de rémunération? Donc les résultats à cette question, c'est quasiment à 50-50, 44 oui, elle peut cumuler de manière libéralisée, 56, 56 non. Alors déjà, est-ce qu'elle remplit la condition du taux plein? Non, elle ne elle ne remplit pas la condition du taux plein puisque regardez, elle a une petite, décote, d'1 trimestre, ouais, à 1 trimestre près, elle remplissait la condition. Deuxièmement, est-ce qu'elle a 67 ans?
Bah non, elle en a 64. Donc du coup, elle ne remplit pas les conditions du cumul libéralisé et donc elle a un plafond. Elle est dans le cumul partiel, avec, une reprise d'activité et avec des gains. Ce plafond, il est calculé comment? Eh bien, je vais faire la moitié du minimum garanti annuel, donc là, c'est 7 950, plus le tiers du montant de sa pension. Du coup, cet, agent-là, Julie, cette feu, enfin pas feu, cet a agent-là, et il va être dans le cumul partiel, mais pas toute sa vie, jusqu'à ce qu'elle atteigne, pardon, Julie, l'âge de 67 ans. Et là, à l'âge de 67 ans, elle sera dans le cumul libéralisé et elle pourra cumuler à 100. C'est pas tellement votre problème, hein, c'est celui de l'agent et classe NRACL, mais bon, je sais qu'il y a des questions et c'est bien de pouvoir, répondre, hein, aux agents qui se posent ce genre de questions. Alors sur les actifs, qu'est-ce que ça change? Je vous l'ai dit, les actifs pour le coup, le problème c'est qu'ils ont une limite d'âge de 62 et en fait, un âge de cumul libéralisé qui est celui de l'âge d'ouverture de droit des sédentaires, mécaniquement. Donc forcément, je vous l'ai dit, un contractuel qui part à 62 ans, même à sa limite d'âge, qui reprend une activité, il n'est pas dans le cumul libéralisé, il ne peut pas l'être. Pourquoi? Parce que il n'a pas liquidé sa pension, qui se liquide qu'à l'âge d'ouverture de droit des sédentaires. Donc là, il faudra qu'il attende. Il a une partie de cumul partiel avant de pouvoir bénéficier d'un cumul éventuellement libéralisé. Alors, le cumul emploi-retraite des contractuels, comment ça se passe? Eh ben, on a des règles un petit peu similaires. On a la question du cumul emploi-retraite limité et le cumul emploi non limité. Le cumul limité, il est limité à un plafond qui est égal euh, au revenu plus la retraite, ne doivent pas dépasser 160% du SMIC ou le dernier salaire d'activité. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir plus que mon dernier salaire d'activité en cumulant ma retraite et mon revenu et en tout état de cause, et ou, pardon, 160% du SMIC. Et là, en plus de ça, je suis dans le cumul limité à partir du moment où je reprends chez le même employeur, enfin, pardon, où je reprends, oui, chez le dernier employeur, s'il n'y a pas d'interruption depuis au moins 6 mois. Donc, je veux dire de manière, un exemple. Je suis un aide-soignant, un infirmier catégorie sédentaire, qui dans le droit d'option est devenu sédentaire, dans un établissement public hospitalier. J'arrive à l'âge de 65 ans, je liquide ma pension et je reprends chez le même établissement. J'ai le nombre de trimestres pour avoir le taux plein, j'ai liquidé l'ensemble de mes droits à pension, j'ai le droit de cumuler. La condition de 6 mois ne s'applique pas. Je change la donne et je ne suis pas un agent fonctionnaire, mais je suis un agent contractuel de droit public, infirmier. J'arrive à 65 ans, je pars à la retraite, j'ai le taux plein. Si je reprends chez le même employeur, eh bien pour le coup, je suis de facto dans une limite à mon cumul. Donc il faut que j'ai une interruption d'au moins 6 mois chez le dernier employeur pour pouvoir bénéficier du cumul de l'emploi non limité. Et par ailleurs, il faut que j'ai liquidé l'ensemble de mes droits à pension et que j'ai une retraite à taux plein et l'âge légal. Donc, si je suis fonctionnaire, la condition de 6 mois pour être dans le cumul libéralisé ne s'applique pas. Si je suis au régime général, la condition de 6 mois s'applique. Donc, même si j'ai le taux plein, que j'ai liquidé tous mes droits, que je reprends chez le même employeur, eh bien, je serai dans le cumul limité depuis le fait que j'ai repris avant une interruption
qui n'est pas une interruption supérieure à 6 mois. Donc ça, c'est des règles qui existaient déjà. La seule chose qui change, c'est l'âge, du fait du changement de l'âge d'ouverture de droit à pension de retraite. Maintenant, la nouveauté, c'est la possibilité de se créer de nouveaux droits. Puisqu'avant, je ne me créais pas de nouveaux droits. C'était mort, c'était fin mort. On s'arrêtait aux droits que j'avais liquidés. Même si je reprenais une activité professionnelle et que je cotisais, puisque dès que je travaille, je cotise, eh bien, je ne me créais pas de nouveaux droits. Là, avec la réforme des retraites, je peux me créer de nouveaux droits. Par contre, là, on va retrouver la condition de 6 mois. Alors, je sais, c'est compliqué. Mais il faut bien se dire que là, on est au régime général. Parce que mon infirmier fonctionnaire qui a repris en cumul libéralisé, chez vous, en tant que contractuel, il cotise au régime général. Donc, du coup, son régime de retraite, ça va être du régime général. Et dans le cadre de la création de nouveaux droits, on ne se crée des nouveaux droits qu'au régime général de la sécurité sociale, pas au régime spécial. Alors, pour pouvoir se créer de nouveaux droits au régime général de la sécurité sociale, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut remplir les conditions du cumul libéralisé. Voilà. Donc, soit avoir le taux plein, soit l'âge d'annulation de la décote, avoir liquidé l'ensemble de ses droits à pension de retraite. Et donc là, je suis dans le cumul libéralisé. La condition supplémentaire, c'est que quel que soit l'employeur chez qui la personne a travaillé, quel que soit le statut de la personne avant de liquider sa pension de retraite, il faut que mon assuré ne reprenne pas chez le dernier employeur ou qu'il y ait une interruption d'au moins 6 mois après la date de jouissance de la pension. Donc, si je fais un petit peu un tableau pour essayer d'éclaircir tout ça sur ces 6 mois, condition d'interruption de 6 mois si reprise chez le même employeur pour les fonctionnaires. Sur le cumul emploi-retraite libéralisé, si les conditions autres sont remplies, il n'y a pas la condition de 6 mois. Par contre, pour la création, la condition de, pardon, par contre, pour la création de nouveaux droits à pension au régime général, il y a la condition de 6 mois. Donc, sur le cumul libéralisé, il n'y a pas la condition de 6 mois. Sur le fait de se créer de nouveaux droits à pension au régime général, il y a la condition de 6 mois. J'espère que ça vous aide un petit peu à clarifier ça. Si vous appelez la CNRACL, il y a de grandes chances qu'elle vous dise, nous, la condition de 6 mois, ça ne nous applique pas, ça ne nous concerne pas. Et ils ont raison, parce que ça ne concerne que le régime général, que ce soit sur le cumul ou que ce soit sur la création de nouveaux droits à pension au régime général de la sécurité sociale. Reprenons Julie, notre amie Julie. Euh, elle reprend ici du 1er septembre, elle est en cumul partiel avec son plafond. À compter du 1er septembre 2023, elle est en cumul libéralisé. Et du coup, en étant en cumul libéralisé, eh bien, elle va pouvoir se recréer des droits. Donc, sur la période de cumul partiel, elle ne se crée pas de droits. Mais après, au moment où elle a le cumul libéralisé, elle pourrait se créer de nouveaux droits à pension de retraite. Alors, quels sont ces nouveaux droits? C'est une affiliation au régime général. Une affiliation au régime général, donc je vais avoir une nouvelle pension. Par contre, ça ne change absolument rien aux droits initiaux qui ont été liquidés. Tout ce qui a été liquidé, si liquidé, c'est fini. C'est une affiliation au régime général et je vais me créer de nouveaux droits au régime général de la sécurité sociale en cotisation, calculée sans décote et sans possibilité d'avoir une quelconque accessoire. C'est que du trimestre cotisé. Donc c'est vraiment, je travaille, je cotise, ça me fait des trimestres en plus. Et du coup, la personne qui a une activité, qui reprend une activité, elle va pouvoir se créer des droits au régime général. Et lorsqu'elle arrête, elle peut demander la liquidation de ces nouveaux droits. Par contre, elle peut le faire qu'une fois. Je ne peux pas faire, je travaille, je liquide mes droits, je travaille, je liquide mes droits. Non, je suis infirmier.
je suis infirmier titulaire, je pars à la retraite, je remplis les conditions chez le taux plein, je reprends une activité professionnelle, je me crée de nouveaux droits. Je travaille pendant 2 ans, je m'arrête, je demande la liquidation de mon nouveau droit, je reprends à nouveau une activité professionnelle, je ne me crée pas de nouveau droit. Et enfin, dernière condition, le montant maximum de la pension, c'est maximum 5% du PASS. Alors, c'est beaucoup en fait, hein. C'est 2 000 € par an à peu près. Là, il faut avoir travaillé quand même longtemps avant de pouvoir atteindre ce niveau de rémunération. Je vous remercie, on est arrivé au bout de ce que je voulais vous présenter.